Alors, bonjour à tous. Je me présente, Stéphanie Gervais, directrice générale de la Jeune Chambre de commerce de Québec. Merci de votre présence ce matin et merci également aux membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec dans le cadre de cette conférence conjointe durant laquelle Maître Micheline Dessureau, avocate associée et agent de marque de commerce chez Terrien Couture Jolicoeur, saura mettre en lumière les solutions et les meilleures pratiques concernant les contrats d'approvisionnement et de vente dans le cadre de la pandémie actuelle. Maître Dessureau est également une experte en propriété intellectuelle et une pionnière en affaires internationales. Dans cette 6e semaine de confinement, nous souhaitons plus que jamais vous entendre et échanger avec vous à propos de vos enjeux afin de vous accompagner au meilleur de notre capacité. Nous continuons également de porter votre voix, comme nous le faisons depuis le début de la pandémie, auprès des instances gouvernementales quotidiennement. Nous sommes là pour vous, alors n'hésitez pas à communiquer avec nous. J'invite maintenant le président de la Jeune Chambre de commerce de Québec, M. Maxime Dubois, à vous adresser quelques mots et vous expliquer le fonctionnement de ce webinaire. Alors, bonjour tout le monde, merci de votre présence. Ça va être relativement simple. Il y a un chat de disponible. Vous avez à inscrire vos questions par écrit et je m'assurerai vers 10h15 de les lire à Micheline pour qu'elle puisse répondre à vos questions. Donc, premier arrivé, premier servi. On a une période de questions d'environ 15 minutes. Et il suffira tout simplement de l'inscrire dans le chat qui va apparaître dans quelques instants. Alors, je laisse maintenant la parole à notre conférencière, Madame Micheline Dessureau. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette formation, dans le fond, sur les aspects du COVID et conseils légaux. Est-ce que ça serait possible de passer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît? Merci. Ah, ben, vous avez le petit résumé qu'on vous a lu il y a quelques minutes. Je suis la directrice des 2 unités d'affaires de commerce international et également de propriété intellectuelle. Au niveau du cabinet, ça fait plus de 30 ans que je fais du commerce international. Donc, tombons dans le cœur de l'action, s'il vous plaît. Prochaine diapo. Et donc, prochaine diapo encore une fois. Je m'excuse parce qu'on a un petit problème technique là, qui fait que je ne peux pas avoir le contrôle du PowerPoint. Donc, quand on parle ici de force majeure, ou souvent ce que les gens peuvent appeler comme étant un act of God, bien que ce ne soit pas nécessairement tout à fait la même chose, c'est à se poser la question, qu'est-ce que c'est une force majeure? Donc, un élément qui vous permettrait peut-être de ne pas avoir à respecter vos obligations, mettre fin à votre contrat. Et est-ce que le COVID-19, dans le fond, c'est la pandémie qui est mondiale? Est-ce que ça pourrait être éventuellement un cas de force majeure ou pas? C'est un petit peu ce qu'on va regarder aujourd'hui en se posant la question, c'est quoi de la force majeure? En regardant ce qui se passe au Québec, en regardant ce qui se passe ailleurs, et en regardant également comment, dans vos contrats, qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos contrats, avec vos fournisseurs dans un premier temps et après ça avec les clients pour tenter de faire face de force majeure ou un act of God, là, clairement, on parle de toutes les catastrophes naturelles. Je vous ai donné l'exemple de l'inondation, du tremblement de terre, tsunami, etc. Également, pour tous ceux qui ont des contrats signés ou encore de la documentation juridique échangée entre les parties dans lequel il pourrait y avoir une clause de force majeure, à ce moment-là, vous pourriez avoir une série d'événements qui sont prévus là, comme par exemple autant la grève ou un lockout, les tremblements de terre, les incendies, mais peut-être également les épidémies, les pandémies. Donc, on pourrait peut-être voir justement ce cas-là, bien que la COVID-19 n'aura certainement pas été indiquée. Si on parle de vieux contrats, personne ne la connaissait encore. Vous pouvez avoir également, dans ce type de clause-là, un petit bout de phrase qui, justement, parce qu'on ne peut pas absolument tout prévoir, laisse une espèce de porte d'entrée du genre « et autres cas semblables hors du contrôle d'une partie ». Ça fait souvent référence, justement, au fait que ça ne soit pas le contrôle de cette partie-là. Donc, c'est un événement externe qui arrive à la partie. Évidemment, vous pourriez aussi avoir des lois qui vont avoir déclaré la situation de la COVID comme étant un cas de officiellement force majeure. C'est le cas, par exemple, pour les contrats gouvernementaux en France, c'est le cas de l'Inde, c'est le cas de la Chine, où ils sont venus vraiment dire, là, pour nous, ceci n'est pas juste une situation d'urgence, c'est un cas de force majeure au sens de la loi. Et vous pourriez avoir, évidemment, à la toute fin de tout ça, c'est si vous avez un litige, vous vous ramassez devant le tribunal ou devant un arbitre, ben, à un moment donné, il y a un juge, un arbitre, il va falloir qu'il rende une décision et à la lumière des faits, pourra décider si la situation en était une ou n'en était pas. Parfait pour la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, si on a se poser, est-ce que je suis dans un cas de force majeure?
cet élément-là va devoir être regardé à la lumière de plusieurs choses. La première, c'est le droit applicable au contrat ou à la transaction. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a une clause particulière dans le contrat que vous avez signé qui vient dire que c'est le droit québécois qui s'applique, ou encore c'est l'État de New York, le droit chinois, le droit français. Donc, évidemment, la réponse que les cabinets d'avocats, les tribunaux vont pouvoir donner, si vous avez fait le choix d'une loi, d'un système de loi qui est différent pour interpréter et appliquer le contrat, comme le droit français, ben, il faut se poser la question en droit français. On peut se donner une bonne idée, nous, comme avocats, en regardant à la lumière de tout ce qu'on a vu dans le monde à l'heure actuelle, mais on n'est quand même pas des avocats français, de la même façon que si c'était le droit québécois, pour un avocat français, il faudrait peut-être qu'il demande notre interprétation à la lumière de nos jugements, de nos lois à nous. Donc, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a ou pas une clause de force majeure dans un contrat? Parce que si elle est là, il va falloir l'appliquer. Il faut aller après ça regarder exactement le libellé. Donc, qu'est-ce qui est écrit dedans, dans cette clause-là, autant d'épidémie, mais peut-être également de procédure, quoi faire et c'est quoi les impacts dans un cas de force majeure sur le contrat. Et évidemment, le point essentiel, c'est pas tout de dire qu'il y a une pandémie mondiale, c'est qu'il faut absolument faire le lien entre cette pandémie-là, ou les mesures qu'un gouvernement local ou étranger a pris, a imposées, et voir à ce moment-là l'impossibilité totale ou juste partielle, ou encore simplement un retard que ça peut impliquer pour la personne avec qui vous êtes dans une situation contractuelle. Donc, je m'explique. Par exemple, c'est pas parce qu'il y a une pandémie en Chine que si l'usine n'a jamais été fermée, votre fournisseur chinois peut vous dire, bah, pas de problème, c'est la pandémie, moi, je ne te livre pas. Non, s'il est capable de livrer, il faut qu'il livre. Donc, il s'agit également de voir, quand on se pose cette question-là, est-ce que je fais face à un vieux contrat ou je fais face à un contrat qui a été signé depuis que la pandémie a commencé ou encore au nouveau contrat qu'on veut aborder ou qu'on veut signer aujourd'hui parce que ça va changer complètement les règles du jeu. On va le voir tout à l'heure. Et donc, il faut, dans chacun des cas, aller voir la situation factuelle des parties. Ça, c'est clair pour voir s'ils sont empêchés de remplir ou pas leurs obligations. Parfait. Donc, au Québec, commençons par regarder chez nous, parce que beaucoup d'entre vous, évidemment, avec la clientèle qui est présente aujourd'hui, autant de la Chambre de commerce que de la jeune Chambre de commerce, il y a beaucoup de gens qui ont des contrats qui transigent très localement, comme il y en a qui font de l'exportation. Donc, on va regarder un peu tout ça, ou qui s'approvisionnent à l'étranger. Donc, la force majeure chez nous, c'est pas une loi d'ordre public. C'est une disposition qu'on retrouve dans le Code civil, qu'on verra tout à l'heure. Mais ce que ça veut dire, ordre public, c'est, par exemple, la loi sur les normes du travail. Vous ne pouvez pas payer un employé à moins que le salaire minimum, c'est illégal. La loi, elle a vraiment prédominance sur peu importe ce que les parties vont signer. Ou la Charte de la langue française, par exemple, serait un autre exemple de loi d'ordre public. Nous, au Québec, non. Notre Code civil est là à titre supplétif dans ce contexte-ci. Et la clause de force majeure, si vous en avez une dans votre contrat, c'est elle qui va s'appliquer. Okay? Et le droit, comme je l'ai dit, au niveau du Code civil, sera juste là comme filet de sécurité au besoin. Donc, on doit retourner véritablement voir la question du contrat et analyser au fait propre à chaque situation. Malheureusement, ça devient du cas par cas. Prochaine diapo. Donc, quand je vous parlais du Code civil, l'article, puis je vous l'ai indiqué, je ne vous en ferai pas une lecture exhaustive, vous êtes capable de lire tous comme moi, et vous allez l'avoir d'ailleurs dans la présentation. Le PowerPoint sous forme PDF va être rendu accessible à tous ceux qui vont avoir participé et au public des deux chambres en général. Mais l'article 1470, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que dans une situation de force majeure, ben, oui, une partie va être capable de se dégager de ses obligations normalement. Mais attention, il faut que ce soit, et j'ai mis des mots en caractère rouge, imprévisible, irrésistible, que ce soit une cause étrangère à la partie. On va le regarder dans quelques instants, voir ce que ça veut dire. Mais c'est donc pas n'importe quoi. Il y a quand même eu des balises qui ont été mises dans le Code civil. Et en fonction de si on rencontre les tests prévus dans le Code civil, ben là, à ce moment-là, l'article 1693 pourra voir, on pourra voir à ce moment-là si vous pouvez être totalement libéré de votre obligation, OK? Ou si on peut simplement dire qu'à ce moment-là, vous bénéficiez d'une possibilité, par exemple, de reporter votre obligation ou de vous en dégager. Donc, c'est tout ça qui va être regardé de façon importante, y compris certaines dispositions de la loi sur la protection du consommateur qui pourraient entrer en application pour ceux d'entre vous qui travaillez avec des clientèles qui sont purement des consommateurs. Prochaine diapositive. Évidemment, fin survol, parce que comprenez que c'est quelque chose qui est quand même assez complexe. Si on vient donc à la disposition du Code civil, encore une fois, qui est un filet de sécurité, comme on disait tout à l'heure, imprévisible, ça veut dire que les parties, quand elles ont signé le contrat, elles ne pouvaient pas prévoir raisonnablement
comme une personne diligente, prudente, avisée. Donc, un homme, une femme d'affaires normale, une personne normale n'aurait pas pu penser que ça pouvait se passer. Remarquez bien que sur la pandémie, il y en a déjà eu une, évidemment la grippe espagnole, il y a eu le SRAS, il y a eu etc. Mais est-ce que quelqu'un aurait pu penser que ça serait si grave, si généralisé? Probablement pas. Donc, seulement les tribunaux éventuellement pourront nous le dire au Québec s'ils l'ont véritablement reconnu. Probablement des bonnes chances. La plupart des avocats penchent que oui, probablement, ça sera le cas, mais pour les vieux contrats, pas pour les nouveaux. Les nouveaux, vous le savez, on y reviendra dans quelques minutes. Irrésistible aussi, et c'est là la grosse différence entre une clause et un contrat, vous pourriez avoir prévu que vous vous donniez du retard, vous permettez juste d'une exécution partielle, comme par exemple, vous ne pouvez pas tout livrer, vous pouvez juste livrer une partie, ben vous allez livrer cette petite partie-là. Le Code civil, lui, il prévoit une impossibilité absolue, OK, de prendre des mesures raisonnables pour éviter l'événement. Donc, s'il y avait quelque chose d'autre à faire, vous ne l'avez pas fait, vous ne pourrez pas bénéficier de cette exemption-là. Et ça veut donc dire pour que tous ceux pour qui leur obligation, elle est réalisable, mais qu'elle coûterait plus cher à faire, ça serait plus périlleux, plus difficile, ben, vous ne rencontrez pas le test. Donc, vous n'étiez pas capable d'obtenir des boulons de votre fournisseur chinois habituel, mais vous étiez capable d'en acheter aux États-Unis ou en Ontario. Mais il coûtait plus cher. Désolé, achetez plus cher, vous allez faire moins d'argent, vous allez peut-être même en perdre, mais c'est ça qui doit être fait. Sinon, ça ne serait pas un cas de force majeure au sens du Code civil. Si vous avez une clause dans votre contrat qui dirait autrement, encore une fois, la clause a prévalence dans tout ça. On passe à la prochaine diapositive. Bon, et évidemment, quand on parle de causes externes, ben, il ne faut pas que ce soit vous-même qui vous êtes mis dans cette situation-là. Donc, quand par exemple, le gouvernement du Québec a dit on ferme les commerces, vous étiez dans la liste des services non essentiels, ce n'est pas de votre faute, ça vous a été imposé. Ça sera un cas clair où c'est une cause extérieure à votre propre situation. Et dans tous les cas, vous devez mitiger les dommages. Ce que ça veut dire mitiger les dommages, c'est faire le plus que vous pouvez pour diminuer les conséquences pour votre client ou que le fournisseur doit faire par rapport à vous, évidemment, pour tenir les dommages causés au minimum. On va aller faire un petit tour maintenant sur la chaîne extérieure dans 2 petites secondes. Et donc, excusez-moi, la résiliation ou la suspension de vos obligations. Donc, ça aussi, dans le Code civil, c'est une impossibilité qui doit être évidemment totale, mais est-ce qu'elle sera permanente ou seulement temporaire? Vous savez, il y a des types de contrats que l'on signe ou des relations contractuelles où c'est un one-shot à une date donnée et que ça doit se faire là, sinon on oublie ça. Mais dans ce contexte-là, évidemment, on aurait une situation fort différente que vous devez livrer et qu'on a juste des retards. Donc, quand on va analyser la situation de force majeure, on va aussi devoir tenir compte de cela, de voir si c'est permanent, temporaire et si ça permet un report dans le temps ou non. Maintenant, prochaine diapo. Ailleurs dans le monde, ben, malheureusement, j'aurais aimé ça avoir une belle baguette magique pour tout le monde et dire voici la loi internationale sur la force majeure et c'est ça qui s'applique partout. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, chaque territoire, chaque province, chaque État a ses propres règles. La France, ça va bien, il y a un palier unique, mais vous regardez le Canada ou encore les États-Unis, ben, on a un palier fédéral, on a un palier provincial et il y a quand même des façons de faire qui peuvent être, regardez juste l'exemple américain, extrêmement différents, même d'une ville à l'autre ou d'un comté à l'autre. Donc, ça devient un peu problématique. Quand on regarde dans les provinces canadiennes autres que le Québec, ben, c'est régi par la common law, alors que nous, c'est le droit civil, et ils ont quand même ce qu'on appelle la doctrine of frustration, qui est quelque chose qui ressemble un peu à nos règles à nous, et qui a été repris dans plusieurs provinces par une loi spécifique, comme celle de l'Ontario. Aux États-Unis, malheureusement, évidemment, chaque État a ses propres règles, et par exemple, dans l'État de New York, si vous n'avez pas une clause de force majeure, vous ne pourrez pas soulever la force majeure, si ce n'est de ce qu'on appelle le Uniform Commercial Code, le UCC. Il y a un article de ce code-là, qui est un code fédéral, qui a été créé longtemps pour le commerce interétatique. Et donc, ils ont une doctrine que vous voyez là de l'impraticabilité, appelons ça comme ça, pour un vendeur de biens. Donc, ça, c'est une exception qui a une série de conditions à respecter, dont celle de donner un avis à l'autre partie quand ça se produit, mais qui vise véritablement le vendeur d'un bien qui, lui, est empêché par un cas d'exception un peu comme la COVID.
Donc, on pourra toujours se rabattre aux États-Unis, possiblement sur cet aspect-là, mais c'est pas évident qu'on rencontrera le test. Donc, avec les Américains, on peut avoir des situations vraiment, vraiment très différentes dans les 50 États en termes de droit. Si vous passez, prochaine diapo, sur la Chine. Bon, la Chine, elle, a légiféré là-dessus. En 2003, quand ils ont eu le SRAS, ils l'avaient fait, mais là, ils l'ont fait également pour déterminer que la COVID est un cas de force majeure. Et d'ailleurs, une des organisations paragouvernementales, qui est le CCPIT, émet ce qu'on appelle des certificats de force majeure. Donc, c'est un document qui sert un petit peu comme de preuve, de début de preuve que vous pourrez présenter dans le cadre d'un litige avec votre fournisseur si il a obtenu ce type de document-là. Donc, le CCPIT, ce qu'il fait, c'est qu'à la demande d'entreprises chinoises qui sont aux prises avec la situation de la pandémie, ils se sont adressés au CCPIT pour obtenir un certificat qui vient dire « Oui, il y a force majeure chez nous en Chine ». Mais ça ne veut pas dire que votre fournisseur particulier, lui, est dans ce cas-là. S'il était dans une usine qui n'a jamais fermé à Shanghai, alors que ce n'était pas la région de l'épicentre, ben, même s'il est allé chercher le certificat, c'est peut-être un début de preuve, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas. Donc, j'espère qu'on comprend bien la nuance. Et vous aviez des petites statistiques là, qui provenaient de l'agence Reuters, un article que j'ai trouvé sur Internet. On parlait déjà de 5600 entreprises, donc certificats qui avaient obtenu ce type de document-là à la mi-mars dernier. Je vous ai donné l'exemple de l'Allemagne, c'est des principes qui ressemblent à chez nous. En France, c'est un peu les mêmes principes également, sauf que le gouvernement français, pour se protéger lui-même, parce qu'il signe beaucoup de contrats, évidemment, est venu dire COVID-19 égale force majeure pour nous. Donc, ça va avoir des impacts pour ceux qui transigeaient directement avec le gouvernement français. Et donc, chaque pays a sa propre règle, chaque État, quand les États ont le pouvoir de légiférer contractuellement. Sur les aspects contractuels, ben, c'est le cas à Rome comme les Romains. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Bon. Là, on va parler de quelques conseils dans la gestion de vos contrats. Qu'est-ce que vous devriez faire maintenant? Je vous dirais, malheureusement, un petit peu tard, si vous n'avez absolument rien fait jusqu'à ce jour, parce que ça fait quand même plusieurs semaines qu'on est en situation de pandémie et que vous faites face à des problèmes. Donc, si vous avez des contrats, retournez voir vos contrats. Allez voir, évidemment, les contrats les plus stratégiques pour vous. Des gros contrats de fournisseurs pour des pièces stratégiques ou pour des gros montants, des achats d'équipements, des contrats importants avec des clients, parce que vous ne pourrez pas faire le tour de tous les contrats que vous avez, y compris les contrats pour acheter du papier et des trombones et des crayons. Là. Mais dans tout ce qui est important, vous devriez ressortir vos contrats et systématiquement aller voir dans le contrat, est-ce qu'il y a une clause de force majeure? Oui, bon, on va se demander la question, qu'est-ce qu'elle dit, évidemment. Il faut aussi aller chercher, si on n'a pas un article qui vient dire que le contrat va être interprété en vertu des lois applicables dans telle juridiction. Attention, ne pas vous tromper avec un autre article, les gens. Ça dit que si une chicane, on s'en va se battre à New York, ça, ce n'est pas une clause de loi applicable, c'est une clause d'élection de force, c'est une clause de forum où on dit on va aller devant les tribunaux ou devant un système d'arbitrage en particulier pour se battre. Mais la clause dont je vous parle, c'est véritablement la clause qui vient dire le présent contrat sera interprété, régi, exécuté en vertu des lois applicables dans telle juridiction. Et donc, on retourne dans la clause que l'on a et est-ce qu'on parle de épidémie, pandémie? Si oui, ça débute bien. Si ce n'est pas prévu, c'est quand même pas nécessairement une catastrophe parce qu'il pourrait y avoir une clause générale qui parle de changement législatif, de mesures imposées par les autorités gouvernementales. C'est sûr que des fermetures de frontières, c'est un cas comme celui-là. Donc, on pourrait probablement par la bande tenter de dire que ça s'applique au niveau du COVID, mais il faut voir, par exemple, des suspensions de vol de la part d'Air Canada, pas nécessairement une autorité gouvernementale, vous comprenez? Donc, la clause serait peut-être certainement pas parfaite dans ce cas-là. Et il y a peut-être la partie très générale dont je vous ai parlé au début, qui vient dire, et tout autre cas hors de la volonté des parties, à ce moment-là, on pourrait dire que c'est sûr qu'on ne sait pas infliger personne la pandémie pour le plaisir. Donc, et on devra regarder ce que dit la clause. La clause dit-elle que vous pouvez l'utiliser seulement si vous faites défaut de respecter toutes et chacune de vos obligations ou seulement une obligation et que prévoit-elle? Est-ce qu'elle va prévoir, par exemple, que vous pouvez mettre fin au contrat dans un certain délai ou après un certain délai ou que vous allez devoir reporter, vous avez le droit de reporter votre obligation? On pourrait passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît.
Donc, entre autres, un des points majeurs qu'on voit souvent dans ces clauses-là, c'est une obligation d'aviser l'autre partie qu'on est en situation de défaut et il y a certainement, la plupart du temps, un certain délai qui est indiqué là. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si vous n'avez pas regardé aucun de vos contrats à l'heure actuelle et que vous êtes en situation, par exemple, de fermeture, incapable de livrer un client depuis déjà 4 semaines, 5 semaines, bien, si le contrat était clair, comme quoi, en situation telle que celle-là, vous deviez aviser votre client, vous ne l'avez pas fait, on va avoir un problème juridiquement. Donc, et il faut aussi aller regarder, maintenant qu'il y a un avis qui est prévu, s'il y a un avis qui est prévu, de quelle façon doit-il se donner? Parce qu'il y a souvent aussi une clause d'avis qui va venir dire que les parties peuvent l'envoyer par fax, par email, par courrier recommandé, par messagerie, par huissier. Vous devez donner l'avis conformément au mode qui est prévu dans le contrat. Et on voit pas très souvent encore le email. Et Dieu sait qu'en ce moment, le email, c'est ce qui nous sauve le plus parce que aller faire livrer un DICOM ou un UPS quelque part, quand la place d'affaires est fermée, ça va pas bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme celui-là? Vous faites de votre mieux. On ne peut rien faire d'autre. Donc, envoyez-le par tous les modes que vous pouvez, qui respectent le contrat et d'autres qui ne sont pas prévus. Et gardez-vous des notes bien importantes dans un dossier, des tentatives que vous avez faites pour rejoindre et aviser vos clients, pour démontrer le plus possible que vous avez tout fait en votre pouvoir pour tenter de minimiser et d'avertir. Donc, regardez la clause également parce qu'une fois qu'on a donné cet avis-là qui était par exemple obligatoire, il y a peut-être dans votre clause une obligation de tenir l'autre partie au courant de la situation, l'évolution de la situation. Par exemple, si vous redébutez une fabrication, bien à ce moment-là, vous ne serez probablement pas capable de remplir toutes vos commandes en même temps et en totalité pour tous vos clients. Donc, une des clauses qu'on trouve souvent, par exemple, dans des contrats d'approvisionnement ou de vente, c'est aussi la possibilité que, vous voyez à la toute fin, mais d'imposer une allocation de produits disponibles. Donc, par exemple, votre fournisseur chinois pourrait très bien avoir dit qu'en cas de rupture de stock ou de situation de force majeure, il pourra à ce moment-là faire une attribution des quantités à travers différents contrats et différents clients. Bien, ça voudrait dire, par exemple, que oui, peut-être vous allez recevoir une certaine quantité, mais peut-être pas le total que vous espériez. Donc, allez lire très attentivement cette clause-là pour savoir qu'est-ce qui s'applique. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Bon, vous allez me dire, je n'ai pas signé de contrat avec mon fournisseur ou, de l'autre côté, avec mon client, parce que tous ces principes-là s'appliquent que vous soyez dans le siège de l'acheteur ou du vendeur. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas un contrat, parce qu'un contrat verbal peut très bien exister. Je pourrais dire à l'un d'entre vous que je vous vends mon auto, je vous la vends à tel prix, vous me dites oui, on fait ça devant 2 témoins et j'aurai un contrat verbal. Évidemment, c'est difficile à plaider. Mais commercialement parlant, dans le domaine des entreprises, vous échangez une série de documents. Ça peut être un simple échange de courriel. Je veux acheter telle chose, oui, je le vends à tel prix et voilà, j'ai mon contrat qui prévoit peut-être rien. Vous avez peut-être beaucoup plus que vous pensez et c'est là qu'on doit retourner, dans chacun des cas, nos clients, à leurs échanges de documents contractuels en disant comment s'est faite cette vente-là. Première des choses, est-ce que tu as, par exemple, répondu à une demande d'appel d'offres? Parce que dans la demande d'appel d'offres, dans le RFP, il y aurait probablement une clause de force majeure, une clause d'avis, une clause de loi applicable, etc., qui serait là. Maintenant, avez-vous fait une soumission? Deuxième document. Bon, qu'est-ce qui est prévu là-dedans? Il peut y avoir effectivement encore clause de force majeure, etc. Quand le client, après ça, commande avec son bon de commande, qu'est-ce qui est prévu là-dedans? On voit souvent, les gens ne portent pas attention, que le bon de commande est accompagné de 2-3 pages de choses écrites en tout petit caractère, les termes et conditions générales de vente, là, General Terms and Conditions of Sale ou quelque chose du genre. Il y a des choses prévues là-dedans. Donc, vous pourriez avoir la force majeure, la loi applicable à cet endroit-là. Et si aucun tel document, retournez voir sur le bon de commande parce que de plus en plus, au lieu d'acheminer ces documents-là, ce que font les entreprises, c'est qu'ils viennent mettre une phrase très claire qui vient dire « La présente commande est assujettie aux termes et conditions habituels de notre compagnie que vous retrouvez sur notre site web à telle adresse. » Donc, c'est écrit. Quand vous avez accepté la commande, vous avez fabriqué, vous avez donc accepté ce qui est écrit sur leur site web à cette date-là. Et donc, c'est dans cette séquence-là où il faut qu'on retourne à rebours pour tenter de voir qu'est-ce qui s'applique, c'est quoi le dernier document, qu'est-ce qu'il prévoyait et déterminer cette séquence-là pour voir sur quoi
dans le fond, les parties se sont véritablement entendues et cette espèce de doublon de chacun envoie ses termes et conditions qui sont souvent très différentes, c'est tellement un problème que ça s'est même rendu jusqu'à la Cour suprême dans un dossier pour être tranché. Donc, c'est loin d'être certain qu'on va être capable de vous trouver une réponse absolument claire quant à l'état de situation. D'où l'importance peut-être dorénavant de mieux faire vos documents, de prévoir des choses beaucoup plus claires pour des situations comme celles qui se passent en ce moment et qui vont s'aggraver très certainement dans l'avenir. Et si ce n'est pas du droit québécois en bout de course, ben, on pourra vous dire, on pense que c'est probablement telle situation, mais sans véritablement poser la question à un avocat localement pour avoir la meilleure des réponses possibles dans son droit, ben, ça va demeurer dans des zones de gris, malheureusement. On change de diapo, s'il vous plaît. Donc, maintenant, quelques contrats que vous voulez signer. Là, on parlait du passé. Là, on parle de maintenant. Maintenant, là, la force majeure, c'est quelque chose que je vous ai dit, normalement, est imprévisible. On ne s'y attendait pas. Et donc, on n'a rien prévu pour ça. Est-ce que quelqu'un ici qui n'a pas entendu parler d'une pandémie mondiale? Tout le monde est au courant. Ça veut donc dire que la pandémie n'est pas un cas de force majeure dorénavant quand vous signez vos contrats. Parce qu'il nous manque ces critères essentiels-là qui sont, dans le fond, un peu partout dans toutes les juridictions. C'est un peu ce qu'on va faire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sûr que si vous vous apprêtez à signer un nouveau contrat, dans votre clause de force majeure habituelle, si vous en aviez une, ben, on va venir rajouter l'épidémie, la pandémie, puis on va rajouter d'autres éléments factuels pour l'aggravation de tout ça, les mutations de virus. On va en mettre plus que moins, là. On va le mettre. Sauf que c'est insuffisant. Il faut aussi venir spécifiquement indiquer que les deux parties savent qu'on est en situation de pandémie, savent que ça peut s'aggraver, que ça peut, à tous les jours, il peut y avoir du nouveau là-dedans. Et donc, elles décident quand même de faire des affaires ensemble. Et dans ce contexte-là, il faut donc aller clause par clause dans votre contrat, quand c'est des contrats d'importance, puis regarder des clauses d'obligation. Prenons pour acquis que, mettons, vous êtes dans ce cas-ci, vous êtes un acheteur qui achète d'un fournisseur allemand. Pas un gros équipement de 2 millions de dollars. Bon, vous en avez besoin parce que vous voulez changer votre plan de fabrication pour aider dans la bataille, dans la guerre du COVID, fabriquer, je ne sais pas moi, des masques. Bon, ben, on sait très bien que vous pourriez avoir des problèmes de cargo, des problèmes d'avion, faire venir ça, peut-être d'approvisionnement de tissus, etc. Donc, dans chacun des cas, quelles sont vos obligations à vous en tant qu'acheteur? Évidemment, ça va être de payer. Donc, est-ce que le COVID vous empêche de payer? Ben, à moins que toutes les banques canadiennes soient fermées et que tous les systèmes informatiques des banques soient en shutdown, normalement, vous ne pourrez pas dire « je ne paye pas parce qu'il y a du COVID ». Vous pourriez dire « je ne paye pas parce que est arrivé tel et tel problème ». Mais quelles sont donc les obligations de votre fournisseur, lui, de vous livrer à temps, qu'est-ce qui arrive dans tel et tel cas? Vous allez donc devoir prévoir ça. Donc, regardez vos obligations dans un cas, regardez les siennes et discutez ensemble très ouvertement. Écoute, on n'est pas sorti de l'auberge, tout le monde parle d'1 an, 1 an et demi, 2 ans. Il y en a qui parlent de 4, Dieu nous protège, là. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là? Parce que vous ne pouvez pas vous mettre justement dans une situation de faire semblant qu'il n'y a rien qui se passe. D'accord? Donc, ça va nécessiter beaucoup plus de travail dans vos contrats à faire. On passe à la prochaine diapo. Et là, spécifiquement, si on parle de vos fournisseurs, ce qui est important de faire en ce moment, c'est évidemment de les contacter. Vous devez savoir ce qui se passe si vous êtes capable de les rejoindre, évidemment. Et si vous n'êtes pas capable d'envoyer des courriels si le téléphone ne répond pas, à tout le monde dans votre chaîne, quelque part, il y a quelqu'un qui doit bien être capable de prendre ses courriels aujourd'hui et demander des états de situation, mais pas le pays, pas simplement le pays. Le pays, dans leur région, dans leur compagnie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils entrevoient, ça va vous aider dans votre gestion de crise, c'est bien évident. Et donc, demandez des explications précises, des preuves. Si un fournisseur vous dit « je ne peux pas te livrer », ah oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quand? Explique-moi. Gênez-vous pas de demander, de le faire par écrit, demandez qu'il vous appelle. Vous pouvez toujours enregistrer même vos conversations à partir de votre iPhone ou de votre téléphone intelligent. On verra ce qu'on fait avec un enregistrement plus tard, là, mais au moins, essayez de ramasser les preuves pour voir qu'est-ce qui se passe. Bon. Suivez ça de près, demandez des comptes rendus régulièrement. Évidemment, ça va de beaucoup vous aider parce que
de savoir quels sont les délais, quels sont les moyens qui ont été pris de leur côté pour tenter de régler la situation puis de continuer à vous fournir va devenir quelque chose d'essentiel. Mais ça m'apparaît clair que tout le monde va devoir faire preuve d'énormément de flexibilité et d'accommodement, puis d'être accommodant, parce que si votre position, ce n'est que de ne prendre une position très litigieuse, donc avocat, on va se taper sur la gueule devant les tribunaux en arbitrage, pas de problème. Moi, j'ai une partie importante de mon bureau qui sont des plaideurs. Ça va nous faire plaisir d'aller en cours. Si ce n'est pas chez nous, si ça doit être en cours à Beijing, ça sera à Beijing en fonction de la relation contractuelle. Mais il faut tous être conscients que de décider de prendre des procédures, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'argent, et compte tenu que les tribunaux sont même déjà fermés dans un paquet de pays où fonctionnent au ralenti, ça ne vous donnera pas une relation court terme. Donc, puisque vous avez besoin de solutions d'affaires, il va falloir penser affaires dans nos négociations avec tous nos fournisseurs. C'est donc le temps aussi de penser à renégocier. Peut-être des petites quantités vaudraient mieux que rien du tout, ou encore, peut-être que ça ferait autant votre affaire à vous de ne pas acheter la totalité de la commande que vous aviez passée, parce que de toute façon, votre fournisseur, lui non plus, n'est pas en mesure de vous livrer au complet. Donc, ça fait l'affaire des deux parties. C'est seulement en se parlant qu'on va le savoir, auquel cas, il faudra faire un amendement clair sur des contrats que vous avez déjà signés et de la façon dont c'est prévu dans votre contrat. Est-ce que ça doit être un écrit signé par les deux parties? Bon, on va essayer de se faire au moins des emails, peut-être de signer électroniquement, on va se donner des débuts de preuve, mais il va falloir au moins corriger des contrats actuels en étant clair qu'on est en train de corriger, soit de façon temporaire, soit de façon permanente, un contrat en particulier. Donc, faites également l'écueil pour tenter de prévoir, faites l'écureuil, excusez-moi, pour tenter de prévoir des quantités d'avance, parce que si c'est possible, vos capacités financières ne le permettent peut-être pas, mais d'être capable de stocker un peu plus de matériel, de matières premières, de composantes, va peut-être vous permettre de vous sortir de bien des problèmes qui s'en viennent dans le futur, dans les prochains mois. On attend des nouvelles vagues, donc peut-être de nouvelles fournitures. On ne sait pas trop comment ça va se régler, particulièrement si on regarde, vous avez vu, vous, comme moi, le Capharnaüm auquel on fait face du côté des États-Unis. Ça va être certainement un gros problème et évidemment, il faut tenter de maintenir nos relations avec nos fournisseurs. C'est aussi le temps de tenter d'en trouver des nouveaux, venant de d'autres territoires, peut-être dans le même pays, mais d'ailleurs, pour minimiser, diversifier nos risques de ce côté-là. On passe à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Bon, pour vos clients, eux aussi, il faut les contacter. Mais là, faites attention à une chose, c'est que vous êtes dans une situation où là, c'est vous qui risquez d'être en défaut de livrer, par exemple, et donc vous vous exposez peut-être à des pénalités, des dommages-intérêts, des choses comme ça, des cancellations même de la commande. Et donc, avant, dépêchez-vous de sortir votre contrat, regardez ce qu'il y a dedans, faites-vous une tête, et après ça, dans les plus brefs délais, pour être sûr qu'on respecte s'il y a une clause de délai dans le contrat, de contacter notre client pour lui dire, écoute, on a un problème. On a un problème à cause de telle et telle raison. Faites juste attention également à ce que vous rédigez, parce que si ces écrits-là, nous, on dit souvent que les paroles s'envolent, les écrits restent, là, mais ça pourrait servir dans un contexte de litige contre vous. Donc, il faut être un petit peu plus prudent que quand on est dans une situation d'acheteur, quand on est le vendeur qui peut se voir imposer des poursuites ou des pénalités et dommages-intérêts. Donc, vous aussi, vous devrez devenir flexible peut-être pour accommoder des clients qui ne seront pas capables de prendre livraison dans les faits parce qu'ils sont complètement shutdown, fermés. Ils voudraient peut-être réduire la commande, reporter des commandes importantes. C'est le temps de négocier. Encore une fois, les litiges, ça va coûter cher, ça va causer des longs délais aussi avant d'avoir des réponses formelles. Et vous savez, c'est difficile de trouver des bons clients. C'est difficile de les conserver et donc, dans votre approche, vous devez aussi tenter de préserver ces relations à long terme-là parce que du jour au lendemain, beaucoup d'entre eux n'auront probablement pas survécu, peut-être au niveau de leurs propres entreprises, auront fait faillite ou peu importe, mais ceux qui seront encore debout vont se rappeler aussi de leurs fournisseurs et de l'aide, de l'accommodement qui a pu être fait pour dire, ben, écoute, c'est plus qu'une relation. Je te passe une commande, je ne te connais pas, tu me vends, voilà le prix d'Altit. Est-ce qu'il y a une forme de partenariat qui est quelque chose qui est très important dans le commerce international, des bons clients, des bonnes relations? C'est ça qui fait notre rentabilité sur le long terme.
Donc, beaucoup de prudence dans la relation avec le client et le management de ça dans le contexte de la COVID. Si on passe à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, au niveau des conclusions, puis je voudrais revenir sur certains points puis éclaircir aussi des choses de ce qu'on a dit. Et en résumant très rapidement, parce que ça fait beaucoup de choses. Les principes de base, c'est y a-t-il un contrat ou pas écrit sur lequel on est capable de se baser pour aller voir pour les vieux contrats ce qui s'appliquerait, soit dans un contrat écrit signé, soit dans les échanges de la documentation commerciale que vous avez faite. Et après ça, en se posant la question quelle est la loi applicable, mais au moins on la regarde pour tenter de comprendre la clause. Et de là, il faut réagir, il faut faire quelque chose pour ces contrats-là. Et par contre, si vous êtes en train de signer des nouveaux contrats, la game a complètement changé. La COVID-19 n'est pas suffisante par elle-même pour faire en sorte que vous pourrez vous cacher ou que votre fournisseur, par exemple, pourra se cacher derrière cette pandémie-là pour dire « je ne fais rien ». Parce que ça n'a plus le caractère véritablement d'être quelque chose d'imprévisible ni de connu. Donc, que les parties ont pu toujours faire face à ça. Donc, vous allez devoir beaucoup plus négocier qu'avant, rédiger, écrire clairement, non seulement que c'est un cas peut-être de force majeure pareil, que vous voulez appliquer pareil ça, et si oui, comment, en fonction de toutes et chacune des obligations. Il y a peut-être des obligations où vous ne voudrez pas donner un break, vous allez dire non, ça peu importe, là, moi le délai de livraison, c'est just in time, peu importe la COVID, peu importe n'importe quoi, tu me livres à telle date ou bien c'est des pénalités de temps. Ça, c'est votre décision. Il faut être clair là-dessus. Et si certaines autres clauses, vous voulez mettre de la souplesse, bien, il faudra l'expliquer, le dire. Et donc, ça fait des contrats maintenant qui sont beaucoup plus... Le contrat modèle de base ne marche plus si vous en aviez un puis qui était bon. Et il faut aller mettre du texte supplémentaire. Donc, pour ce qui est de votre gestion, il va falloir faire beaucoup plus de la gestion au cas par cas. Vous allez devoir prioriser certains types de contrats, certains clients, certains fournisseurs stratégiques, par exemple. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas le temps de recommencer à voir chacun des contrats d'approvisionnement pour des crayons, à moins d'être un importateur de crayons. On s'entend? Si vous voulez modifier le contrat et les obligations des parties, si c'est un contrat qui a été signé, retournons voir la clause pour dire comment on modifie légalement le contrat en y apportant un amendement. Et si oui, il va falloir être clair sur qu'est-ce qu'on change dedans et est-ce qu'on change ça exceptionnellement pour une shot, pour un petit bout de temps. L'exemple de ça, c'est, par exemple, le contrat de distribution. Un distributeur, et le contrat de distribution, c'est un contrat où on va encadrer toutes les transactions de l'achat et vente entre deux parties pendant un certain bout de temps. Donc, on comprendra que si c'est un contrat de 5 ans, on espère que la COVID, ça ne sera pas encore la situation pendant 5 ans. Donc, peut-être que vous voulez juste exceptionnellement y aller au cas par cas pour certaines commandes où là, vous allez faire des aménagements. Bien, on va venir le dire dans votre document d'amendement pour ne pas mettre à la poubelle la relation de base que vous vouliez avoir dans le passé. OK? Il va y avoir une post-pandémie, donc faites attention de ne pas brûler vos ponts. Il faut être beaucoup plus disons, souple hein, avec nos fournisseurs, avec nos clients, dans le but de reprendre ces activités-là et votre gestion de crise va être extrêmement importante ici. C'est le bon moment, si vous êtes à la maison, vos entreprises sont fermées, peut-être de penser à revoir vos documents contractuels. Vous savez, c'est pas, ou si vous n'en avez pas, d'en faire. C'est pas des mandats, quand vous donnez ça, des cabinets d'avocats qui coûtent 100 000 là, oubliez ça. Là. Vous allez arriver avec votre contrat modèle, vous allez demander à votre avocat qui connaît le commerce international, si vous êtes certainement en commerce international, des avocats spécialisés en droit des affaires, en tout cas, ça c'est bien important, de regarder le contrat et de vous dire ce qu'il en pense en disant, écoute, peux-tu regarder l'aspect de la COVID, puis tant qu'à y être, passe-moi donc tes commentaires sur est-ce que c'est correct, parce que souvent, on trouve toutes sortes d'autres petites cochonneries là-dedans. Par exemple, on fait référence aux vieux Incoterms 2010, ou encore plus vieux que ça, ou encore on a des clauses en contradiction. Donc, c'est peut-être faire un petit ménage en dedans de quelques heures de boulot, confier à un avocat spécialisé. Si vous n'en avez pas de contrat, ce sera peut-être le temps de tenter de vous faire au moins un modèle pour être un petit peu mieux équipé et vos termes et conditions généraux de vente, c'est un bon moment pour faire ça. Ceux qui n'ont pas le temps de le faire, ben dites-vous, vous continuez à empirer le problème dans le futur, alors que ce serait peut-être le bon moment de mettre
une couple de personnes en charge de ce dossier-là avec des aspects et des attentes réalistes en termes de délai également. Donc, et c'est certainement essentiel de faire là, pour les contrats ce que vous souhaitez conclure pendant la pandémie. Là, vous ne pourrez pas vous cacher, comme je vous ai dit, derrière un cas de force majeure. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Prenez le temps, et je le répète, de tenter de négocier. Tentez de négocier des reports d'échéance, des livraisons partielles, des annulations partielles de votre commande si vous êtes l'acheteur, de prévoir des possibilités de résilier le contrat s'il y a lieu, etc. Donc, c'est le temps de réfléchir dans tout ça. Un point important également, avez-vous une couverture d'assurance qui couvre vos pertes de revenus? Il y a des entreprises qui en ont. Il faut donc retourner voir le libellé de ces clauses-là au niveau de vos polices d'assurance et en vous rappelant que souvent la police, tout le temps, la police d'assurance prévoit l'obligation, si vous voulez faire une réclamation, de le faire dans un certain délai et d'une certaine façon. Donc, si vous ne le faites pas, évidemment, à cause de ce qu'on appelle le late reporting, donc de rapporter trop tard notre réclamation à un assureur, vous lui donnez la possibilité de refuser de couvrir alors que le cas est peut-être prévu et qu'il aurait peut-être dû vous indemniser. Qu'est-ce que vont faire les assureurs? Vous comprenez que si l'ensemble des entreprises du Québec et de partout dans le monde les attaquent pour obtenir paiement, il y a peut-être des chances que beaucoup d'assureurs vont contester ou vont refuser. C'est sûr qu'à mon avis, les nouvelles polices d'assurance qui vont s'émettre, il va y avoir une couverture excluant les pandémies, les conséquences. Ça, c'est un peu comme quand est arrivé 9/11, on avait arrivé des clauses de terrorisme exclu. Donc, mais retournez voir, là, parce qu'il y aurait peut-être quelque chose pour vous là-dedans. Et c'est surtout aussi un très bon moment pour réinventer vos services, notamment les services après-vente ou encore même le design de vos produits pour être capable de gérer beaucoup de choses à distance. Parce que d'être capable de contrôler, de voir ou de faire le diagnostic, par exemple, d'un équipement industriel que vous vendez à un Américain alors que vous ne pouvez pas vous rendre aux États-Unis pour voir c'est quoi le bobo puis le réparer, ben, si vous aviez prévu peut-être des caméras, de l'accès à distance, ce genre de choses-là, ça vous aurait rendu ça vous aurait mis dans une position d'être mieux en mesure de servir votre client. Ça va vous mettre aussi en avant de la parade en étant plus techno, plus moderne. Et même chose pour la formation. Donc, tout le monde sait, par exemple, se rendre aux États-Unis, ça a toujours été compliqué en service après-vente. Ben, tous ces nouveaux outils-là, vous avez peut-être le temps de développer ou vous n'avez pas le choix de développer. Ça va moderniser votre entreprise, la mettre sur la map pour les 10, 15, 20 prochaines années, peut-être mieux que vos compétiteurs. Et c'est donc le temps d'y penser très, très, très sérieusement. Donc, écoutez, je voudrais juste passer très rapidement les petites acétates de présentation du cabinet parce qu'on arrive à la période des questions. Donc, est-ce qu'on peut... on a tenu à vous faire part de des valeurs de notre entreprise Terrien Couture Jolicoeur parce que c'est ça, nous, qui nous mène chez nous, l'engagement face à nos clients, notre audace, notre simplicité, parce que je pense qu'on est des gens qui essayent d'être le plus simple et surtout qui essayent d'être pertinents pour vous en termes de création de valeur. Prochaine diapositive qui est importante également. Vous voyez, on est une équipe pluridisciplinaire, donc on n'est pas que des avocats, mais des avocats, des notaires, des fiscalistes, des agents de marque et des spécialistes en RH. On est présents un peu partout à travers le Québec, mais ce qui est très important, c'est aussi les 3 logos que vous voyez au bas de l'écran. Ça, ce sont nos partenaires, nos réseaux de cabinets d'avocats à l'international, et on n'a pas débuté cette démarche-là il y a 2 mois. Là. On est depuis au-dessus de 25 ans avec PLG, LAW, ça fait plus de 10 ans, US Law, à peu près la même chose. Donc, on a ce réseau de cabinets partenaires que l'on connaît partout dans le monde et que l'on rencontre, donc on les connaît personnellement, là, et qui nous permet très, très rapidement d'être en mesure d'escorter des clients quand on a des problèmes, notamment une vérification de contrat ou une adaptation, un litige éventuel. Ce sont des milliers d'avocats de notre regroupement qui sont à votre service dans des situations comme celle-là. Et si on passe la petite dernière acétate, je pense. Bon, évidemment, vous voyez un petit peu ce que l'on fait. On a Edilex, Fiscalis, etc. Ob6 pour le démarrage d'entreprise. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Vous avez, pour les 2 dernières, donc l'adresse de notre site web qui est groupetcj.ca. Et sur la dernière page de la présentation, vous avez mes coordonnées complètes. Si je peux être en mesure de vous aider ou que les membres de notre équipe peuvent vous aider, ne vous gênez pas pour communiquer avec nous, son numéro sans frais, adresse courriel, etc. Donc, je pense qu'on est rendu à la période de questions. Oui, absolument.
Donc, je vais prendre la lecture des questions que j'ai reçues durant le webinaire, mais il est encore temps de l'inscrire. Et j'en ai reçu aussi quelques-unes en ligne pendant l'inscription. Une première qui revient quand même assez souvent. Est-ce que le cas de force majeure pourrait s'appliquer à cause de la pandémie, bien entendu, à un bail commercial fermé par des obligations à cause du COVID-19? Bon, ça, évidemment, il va falloir aller voir le bail, il va falloir aller voir la clause qui est là. Et évidemment, il y a eu beaucoup vous avez entendu probablement beaucoup d'entrevues journalistiques, beaucoup d'articles publiés par les cabinets d'avocats et autres. Ben, écoutez, faut être prudent, faut aller voir et il va falloir regarder le cas de chaque situation dans des contextes où le centre commercial aura été fermé par le centre commercial versus, par exemple, une boutique qui aurait fermé par elle-même avant aura certainement des incidences. Donc, il faut, encore une fois, dans chacun des cas de force majeure, il faut retourner voir le contrat, parce que là, vous en avez un contrat précis et de tenter aussi de communiquer avec votre bailleur pour essayer de voir ce qui peut être fait. Il y a certains bailleurs commerciaux qui ont été très ouverts sur la possibilité de renégocier des modalités particulières, mais ça va dépendre, entre autres, de ça. Est-ce qu'on doit tout payer, tout notre loyer, peu importe la situation? Il pourrait très bien avoir dans un bail que le versement du loyer est néanmoins obligatoire dans tous les cas. Il faut voir. Et moi, j'ai des clients qui ont fermé leur boutique en se disant, ça n'a pas de bon sens, il n'y a personne, on mange nos bas, on paye des employés, donc on ferme, mais le centre d'achat n'était pas encore fermé. Bon, ben là, je m'excuse, mais c'est pas tout à fait la même situation non plus, là. Puis en complément, est-ce qu'on pourrait contraindre un propriétaire à être plus conciliant sur le bail? Puis si oui, est-ce qu'il y a des procédures qui existeraient légalement pour le notifier de ça? Ben, écoutez, la contrainte légale, il faut retourner, si on est en situation de droit québécois, il faut retourner voir le bail, il faut voir comment il est écrit et qu'est-ce qui peut être fait. Si dans ce bail-là, vous aviez ouverture à un recours, ben, le moins contrainte éventuellement, ça va être de prendre des procédures ou de contacter le propriétaire et de lui dire, écoute, moi, mon interprétation du bail, c'est que s'il y a un problème de ton côté, tu ne peux pas m'exiger le loyer, je n'ai pas accès ou peu importe. Mais encore une fois, c'est extrêmement, extrêmement dépendant des termes précis de votre bail. Okay, puis on ne parle pas de la régie du logement, là, on parle de bail commerciaux. Ben, régie du logement, ce genre de choses-là, ça, c'est pas du tout mon domaine. On a de toute façon, puis écoutez, moi je suis pour un avocat de droit immobilier, là, OK? Donc, on a une très belle unité d'affaires avec plein de gens chez nous qui travaillent au niveau des baux commerciaux et au besoin, on pourra certainement analyser votre document, longtemps qu'il n'y a pas de situation de conflit d'intérêt, évidemment, et vous proposer des solutions. Parfait. Monsieur Michaud pose la question. Nous déposerons une soumission pour un projet de construction la semaine prochaine. Nous en connaissons suffisamment de détails pour augmenter nos prix étant donné la productivité, mais on ne connaît pas encore les hausses de prix éventuelles des matériaux. Est-ce qu'on pourrait réclamer, par exemple, plus tard, en septembre, le prix de la brique qui augmente 30%, par exemple? Pourrions-nous évoquer la clause, la force majeure dans cette situation-là pour réajuster les prix? OK. Bon, tout d'abord, je ferai peut-être une différence au départ si vous êtes en train de faire un projet qui serait un projet en réponse à un appel public, par exemple, parce que ça aussi, on a des gens chez nous qui ont une spécialité dans ce domaine-là. Et dans ces contextes-là, si vous faites une soumission qui repose sur un appel à soumission, les termes là-dedans sont nécessaires, sont obligatoires, et si votre soumission n'est pas ou comporte des divergences par rapport à ça, elle ne sera probablement tout simplement pas retenue. Donc, vous n'auriez pas de contrat. Maintenant, dans le contexte où vous n'êtes pas en réponse, mais vous faites une soumission à un client commercial, par exemple, moi, je pense que vous n'avez pas d'autre choix que de mettre dès le départ une clause d'ajustement de prix en disant, écoutez, voici notre prix, mais compte tenu que c'est probable qu'il va y avoir des coûts d'augmentation des matières premières ou autres, ben, voici quelle va être la mécanique et que nous allons utiliser pour augmenter notre prix. Donc, ça devient purement et simplement de la négociation entre les parties pour prévoir cette marge-là. Parce qu'évidemment, si vous travaillez à prix fixe,
de signer en disant « Ah, ben finalement, il est arrivé des augmentations des prix, je me sers de la clause de force majeure. » La plus belle preuve que ça n'en est pas une, c'est que vous vous posez la question puis que vous l'avez envisagée. C'est pas imprévisible, c'est même probable. Donc, vous devriez, vous ne pourrez pas, à mon avis, être capable de vous en sauver comme celui-là. Donc, il y a toutes sortes de façons de faire ce genre de clause-là. Vous pourriez prévoir s'il y a une augmentation de plus de temps. Donc, vous pourriez, avec votre client, prendre une marge de manœuvre en disant, ben moi, en autant que je n'ai pas une augmentation de plus que tant, je vais l'absorber, moi, comme entrepreneur. Mais, par contre, si ça va au-delà, ben, ou bien on arrête le contrat. Et là, je ne connais pas la nature de votre contrat. Ça peut être un contrat à exécution successive. Ça peut être un contrat où tout doit être terminé. Il faut aller regarder, mais on peut vous proposer des bouts de clause comme celle-là. Et si vous avez à référer à des augmentations de prix, ben, est-ce qu'il y a des indices, par exemple, particuliers, connus et publics, que vous pouvez vous référer à ça plutôt que de faire référence, par exemple, à votre fournisseur habituel ou autre, parce que là, ça vous oblige à faire la preuve de ce qui vos fournisseurs, donner des identités que peut-être vous ne voudriez pas donner à un client pour pas qu'il aille acheter des choses directement. Donc, il y a une stratégie à mettre en arrière de ça dans votre rédaction. On m'écrit que c'était effectivement un appel d'offres public. Est-ce que ça change rien dans la réponse? C'est-à-dire que ça change quelque chose dans ce sens que le processus d'appel public, encore une fois, celui-là, c'est pas mon domaine. Là, on a une équipe qui travaille là-dedans chez nous, mais normalement, l'appel public, les clauses sont définitives et fermes et ne seront regardées que les soumissions qui sont conformes à l'appel public. Donc, retournez voir ce qui est prévu là-dedans. C'est sûr qu'en situation de COVID-19, certains types d'appels publics, ben, il y a des changements qui se font. Donc, il y a peut-être moyen de faire pression éventuellement sur l'organisme gouvernemental pour dire, écoute, ça n'a pas de bon sens, pas personne ne va vouloir soumissionner. Ils vont peut-être devoir, eux, remodifier leurs documents. Mais une soumission, et c'est toujours ce qui est là, les termes de votre soumission sont en lien avec ce qu'on vous a demandé et ce qui n'est pas conforme risque carrément de vous tasser. Ça sera quelqu'un d'autre qui, lui, va l'avoir pris le risque. Une question en ligne que nous avons reçue lors de l'inscription. Nous sommes fermés. Un fournisseur d'un appareil nous continue de nous facturer des frais mensuels pour un appareil que nous louons. Les paiements temporaires se font toujours durant le temps de la fermeture. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter d'engager des frais d'avocat, mais surtout pour notifier mon client que la poursuite des paiements ne m'intéresse pas? Veux-tu parce que peux-tu me la relire, s'il te plaît? Oui. Ben, un fournisseur d'un appareil à qui je paie des frais mensuels ne veut pas cesser les paiements temporaires pendant la fermeture de mon entreprise. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, mais c'est quoi le contrat? Donc, est-ce que c'est un contrat de location? Donc, retournez voir dans le contrat le fait que vous soyez pas en mesure de respecter la location. Le contrat de location, si c'est bien un contrat de location, donc sans avoir le contrat, là, on peut être complètement dans le champ dans la réponse. Comprenez bien ça, OK? Mais il faut, en regardant le contrat, si par exemple, un contrat de location, effectivement, d'un équipement, que vous soyez capable, que vous l'utilisiez ou que vous ne l'utilisiez pas, c'est pas vraiment le problème du locataire. Vous comprenez? Que vous soyez fermé, peut-être que vous ne pouvez rien faire et qu'il aurait le droit de continuer à prélever. Donc, il va falloir retourner voir dans ce contrat-là pour voir qu'est-ce que c'est exactement. Parce qu'on a aussi la possibilité il y a dans le Code civil la possibilité de résilier quand c'est des contrats de service. Donc, là, c'est une location d'équipement, est-ce qu'on va rentrer là-dedans? Donc, il faudrait vraiment aller voir le mot à mot. Là, je pense que vous n'aurez pas le choix pour avoir une bonne réponse, qu'un avocat se penche dessus pour voir est-ce qu'il y a un des termes, un des articles du Code civil, notamment sur la résiliation des contrats de service ou qui couvre également là, la réalisation d'un ouvrage. Donc, on parle de 21-25 puis 21-26 du Code civil. Ben, est-ce que ça peut rentrer en ligne de compte ou pas? On regardera, peut-être qu'il y a déjà quelque chose là-dessus. Mais pour l'instant, j'aimerais vous donner une réponse claire. Sans voir le contrat, je ne peux pas. Merci. Est-ce que vous croyez que les assureurs pourront invoquer ou pourraient invoquer la force majeure pour ne pas indemniser le cas échéant? Ben, écoutez, une police d'assurance, ça s'interprète limitativement parlant. Hein?
Donc, c'est très possible. C'est très possible que ça se passe. Est-ce qu'ils auront véritablement raison de le faire ou pas? Ça va dépendre du mot à mot de la police. Puis du moment où vous avez pris, évidemment, votre police, si vous avez, si par exemple, c'est une nouvelle police que vous venez de signer à la mi-mars, ben ça change quand même la donne parce que l'assureur aussi sait qu'il y a une pandémie. S'il n'a pas changé son texte, puis que le texte est suffisamment ouvert pour permettre une couverture, ben, vous auriez peut-être gain de cause devant le tribunal. Donc, il faut retourner voir le texte de la police puis s'assurer que c'est couvert, l'indemnisation que vous souhaitez obtenir. Merci. C'est certain que malheureusement, écoutez, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde va pouvoir tenter d'évoquer la force majeure. Okay? Et ce faisant, ça sera à ce moment-là, si on ne trouve pas une solution entre les parties, éventuellement, les tribunaux vont être pleins de dossiers et on va examiner au cas par cas la situation factuelle de chacune des personnes pour voir ce qui s'est passé. On me demande rapidement, faites-vous du droit de la construction, vous ou votre cabinet? Oui, absolument. Parfait. On a une unité d'affaires qui fait du droit de la construction spécifiquement. Donc, on fait tout ça, là, y compris les hypothèques, l'enregistrement des hypothèques de construction, etc. D'ailleurs, il y a eu de la suspension. J'ai vu passer un petit mémo interne là-dessus. Là. Il y a des reports de délai, des choses comme ça. Je l'ai lu très diagonalement. Là, donc, je ne voudrais pas dire de fausseté, mais oui, il y a une équipe là-dessus. Vous pouvez contacter. Écoutez, c'est pas difficile, vous avez mon adresse courriel, envoyez-moi un courriel, puis je fais le nécessaire à ce moment-là. On vérifie qu'il n'y a pas de, comme n'importe quel dossier, on vérifie qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, là, hein, parce qu'on pourrait ne pas pouvoir représenter votre compagnie contre quelqu'un d'autre parce qu'on représente déjà cette personne-là. Mais si tel est le cas, je vous mettrai en contact avec les personnes appropriées selon le cas particulier qui est le vôtre. Parfait. J'ai une dernière question. Nous avons perçu beaucoup d'argent à l'avance et on est dans l'impossibilité de rembourser nos clients. Est-ce qu'on peut invoquer la force majeure ou elle s'applique-t-elle? Bon, vous avez reçu de l'argent pour quoi? Hein? Parce que c'est un contrat de service exécution successive. Donc, c'est avec des consommateurs ou pas. La réponse va varier en fonction de tous ces éléments-là. Difficile de répondre à votre question de cette façon-là. Mais c'est donc, si vous avez un contrat écrit, vous avez pris des paiements, votre clause de force majeure est là, puis vous êtes en situation totale de force majeure, vous avez déjà reçu, vous n'êtes pas capable de rembourser le client, mais est-ce que vous êtes par contre, est-ce que la clause permettait par exemple de reporter la situation à plus tard, auquel cas vous allez pouvoir continuer et reprendre. Par exemple, vous auriez reçu un dépôt pour fabriquer un équipement, puis là, toute la shop est arrêtée. Est-ce que le client, lui, par exemple, a la possibilité dans son contrat de demander avec vous la cancellation de cette commande-là? S'il a le droit de canceller, donc annuler rétroactivement, vous êtes prenez pour rembourser probablement. Là. Donc, c'est les termes utilisés dans le contrat parce que notamment des mots qui sont importants à retenir dans ce genre de clause-là, on parle souvent de annulation, cancellation versus résiliation, terminaison. Ça n'a pas le même sens juridiquement. Hein? Parce que quand on parle d'annuler un contrat, c'est de faire comme s'il n'avait jamais existé. Donc, de remettre les parties dans leur état dans lequel elles étaient au départ. Des fois, il y a certains types de contrats, on ne peut pas faire ça. Mais si tel était le cas, ça veut dire qu'on repart au moment zéro et qu'on doit tout redonner l'argent. Si on est dans une situation, on peut plutôt mettre fin à un contrat en cours de route. Par exemple, dans des contrats de service, hein, il y a les articles que je vous disais tout à l'heure, 21-25, 21-26, tout dépendant qui demande l'annulation, à ce moment-là, on a des pistes de solutions là-dedans. Là. Donc, par exemple, un client peut unilatéralement résilier le contrat pour la réalisation d'un ouvrage ou une prestation de service, même si elle a déjà été entreprise. Ça, c'est ce que. Donc, au Code civil, entre deux Québécois, si votre contrat était juste un contrat de service, le client peut venir dire on arrête ça là, OK, mais il le termine. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours nécessairement dans l'obligation d'y redonner son argent non plus. Il faut regarder les faits. Il faut chercher quoi. Juridiquement, chacun de vos contrats, ce n'est pas la même affaire.
comprenez? C'est que c'est pas un template, la loi n'a pas prévu, voici le template du contrat, comme ça serait le cas, par exemple, pour un achat d'automobile. Ça, c'est un contrat légiféré, là, il est toujours pareil, ou la police d'assurance numéro 1, le FAQ numéro 1 pour votre automobile, c'est un texte légiféré d'avance. Mais tout le reste, c'est purement contractuel. Donc, analysons le contrat, regardons c'est quoi la situation, puis regardons à quoi on s'expose de devoir rembourser ou pas. J'aurais aimé ça, en fait, comme je vous disais tantôt, avoir une baguette magique pour vous dire, voici, pour tout le monde, tous vos cas, dans tous les pays du monde, c'est ça la réponse. C'est pas ça, c'est du cas par cas, malheureusement. Fait qu'écoutez, merci beaucoup d'avoir participé. J'espère que ça aura pu vous aider grandement. On se souhaite tous bonne chance pour le... ayez pas peur d'être créatif, d'être imaginatif. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Puis merci encore d'avoir assisté. Merci, Mme Dessau. Je cède maintenant la parole à Mélanie Kerouac, présidente et chef de la direction par intérim de la Chambre de commerce et de l'industrie de Québec, pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup, Micheline, pour les échanges constructifs de ce matin. Ça va très certainement nous aider à mieux comprendre et gérer nos contrats dans l'avenir et actuellement. Merci beaucoup. Merci à tous de vous être connectés avec nous ce matin. Merci aux membres de la Jeune Chambre qui étaient présents pour cette conférence conjointe. Soyez assurés, comme on le disait au début de la conférence avec Stéphanie, on est toujours présent pour vous. Gardez le moral, puis on espère pouvoir vous revoir très bientôt. Merci et bonne journée.